Donc, il me revient le privilège de présenter le dernier conférencier de la session 4, le professeur Nolbert Orziac. Je voudrais quand même insister, on dit toujours professeur de droit, mais c'est quand même une spécialité. Vous êtes agrégé de droit romain et d'histoire du droit, et spécialiste donc du droit des appellations, et en particulier pour le vin. C'est de ça que vous allez nous parler, à propos de, avec un titre qui nous met l'eau, sinon le vin, à la bouche, la certification des vignobles de terroir. Merci, professeur. Merci, chers collègues. Mesdames, Messieurs, je me dois bien sûr de commencer par remercier les organisateurs de m'avoir invité et surtout de m'avoir proposé un sujet très intéressant parce que très complexe. Très complexe, surtout, je dois le préciser, parce qu'au sens strict, la certification des vignobles, ça n'existe pas. Alors, nous avons, bien sûr, je comprends, par rapport au paysage, par rapport au climat, que la question est importante. Mais nous avons des choses un peu approchantes qui sont tirées de la pratique des appellations d'origine, et je voudrais donc m'appuyer sur l'expérience française, une expérience de plus d'un siècle maintenant, pour voir comment on peut certifier les vignobles de terroir. Alors, il faut d'abord préciser ce que l'on entend par certification. La certification, c'est une procédure par laquelle une personne indépendante atteste qu'un produit ou un service est conforme à des exigences qui sont spécifiées dans un référentiel avec donc des normes. En fait, effectivement, le développement de la certification, c'est lié à la normalisation. La normalisation est apparue depuis plus d'un siècle, d'abord dans l'industrie électrique, dans l'industrie chimique, parce qu'il s'agissait de garantir la compatibilité de pièces mécaniques, de matières premières dans des processus de fabrication. Mais ensuite, la normalisation s'est étendue à d'autres branches, dans l'industrie agroalimentaire, avec les types de farine, nous connaissons bien cela. Il y a aussi maintenant de la normalisation pour les services ou les organisations. On connaît depuis une bonne vingtaine d'années maintenant les normes de management, les normes ISO 9000, 14000, 22000, etc. Alors, en principe, cette normalisation et la certification correspondante ne concernaient que les relations entre entreprises. Les entreprises étaient soucieuses de s'assurer de la qualité, on parle d'assurance qualité, soucieuses de s'assurer de la qualité des prestations de leurs partenaires, de l'organisation, du management de leurs partenaires. Mais dans la pratique, il est devenu très fréquent de signaler les certifications aux consommateurs. Et on joue là sur une petite ambiguïté. Une certification, cela atteste d'une certaine qualité, mais pas nécessairement d'une qualité supérieure. C'est une qualité standard. Alors, il y a des cas où il y a une qualité supérieure. Par exemple, le label rouge, qui est une marque de certification. Alors, cet usage commercial que nous connaissons, cet usage des normes et des certifications, fait que la question, en droit français, relève surtout du Code de la consommation, le Code de la consommation qui apporte des règles pour donner des garanties d'indépendance, des garanties de compétence des organes certificateurs de ces contrôleurs. Alors, encore une précision, la certification, la procédure de certification peut être organisée de manière purement privée, notamment par des syndicats professionnels qui utilisent des labels ou marques de certification. L'ISO que j'évoquais tout à l'heure, l'ISO, l'Organisation internationale de normalisation, est une organisation non gouvernementale. C'est une fédération d'associations nationales. Mais la certification peut aussi fonctionner dans un cadre officiel organisé, contrôlé par les pouvoirs publics.
Et cette dernière forme, la forme officielle, est privilégiée, elle est préférée en agriculture dans l'Union européenne et spécialement en France. Alors, dans l'intérêt des producteurs agricoles, des agriculteurs, parce que ceux-là ne sont pas habitués aux mécanismes de la relation commerciale, de la propriété intellectuelle, mais c'est aussi dans l'intérêt des consommateurs, car il s'agit de l'alimentation, du produit alimentaire, et il faut leur apporter des garanties. Mais je termine sur ce point introductif en disant que les deux voies, publiques ou privées, ce sont deux voies qui peuvent être cumulables. Par exemple, on peut certifier la biodynamie, c'est une certification privée, par une marque privée, qui s'ajoute à la certification officielle de l'agriculture biologique. On peut, par exemple, aussi, en matière viticole, organiser un classement des crus par une marque de certification privée. Alors, c'est comme ça que ça se passe en Allemagne, avec l'Association des domaines viticoles de qualité. Bon, quoi qu'il en soit, revenons à notre sujet, car la certification concerne des produits, des services, et non des vignobles ou des terroirs. Mais ces vignobles ont bénéficié d'une qualification, d'une certaine reconnaissance dans le cadre de la procédure de reconnaissance des appellations d'origine. Et on peut donc parler de certification de fait, puisqu'on a délimité des vignobles, on a précisé des vignobles dans toutes ces procédures d'appellation. Alors cette délimitation des vignobles a toujours été une entreprise très délicate. On évoquait le cas tout à l'heure de l'Afrique du Sud, de certaines contestations, mais les premières opérations en France, il y a plus d'un siècle en Champagne, ont donné lieu à des émeutes. Il a fallu envoyer l'armée, 10 régiments à Épernay, Châlons-sur-Marne à l'époque, etc. Donc, c'est très délicat. C'est pour ça que cette procédure a été développée très progressivement, sans arriver à définir très clairement, très précisément, un référentiel et une certification formellement organisée. Et on verra, justement, dans un premier point, comment on a envisagé cette délimitation des vignobles d'appellation. Et puis ensuite, ce processus empirique a tout de même donné lieu à définir un certain statut spécifique pour les vignobles qui ont été ainsi délimités, pour les vignobles qui ont ainsi été reconnus ou certifiés, entre guillemets. Mais ce statut est assez précaire, c'est un statut qui dépend d'un ensemble très complexe de facteurs, et on le verra dans un deuxième point. Alors, premier point, première partie, la délimitation des vignobles d'appellation. Alors, les premières délimitations ont été assez générales, et c'est que relativement récemment qu'on a cherché une précision au niveau des parcelles pour renforcer la dimension qualitative de ces délimitations. Et ce niveau d'exigence a bien sûr eu des conséquences sur les méthodes mises en œuvre, sur les critères que l'on va utiliser pour cette délimitation. Alors, d'abord, voyons l'apparition du principe d'une délimitation parcellaire, et on verra ensuite les critères de la délimitation. Alors, le premier texte sur les appellations d'origine, que Jocelyne Pérard évoquait tout à l'heure, la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, ce premier texte parlait simplement de régions ayant droit aux dénominations. Régions ayant droit aux dénominations. Et alors, on s'est souvent contenté de s'appuyer sur des dénominations, sur des circonscriptions administratives assez larges. Alors pourtant que depuis le XIXe siècle, on connaissait déjà, les travaux scientifiques avaient déjà montré l'importance de la qualité des sols pour la viticulture et les différences qu'il pouvait y avoir. Mais bon, la loi de 1905 était une loi assez générale qui concernait toutes sortes de produits. Même si la revendication avait été portée par la viticulture, la loi était une loi d'approche générale. Alors, la deuxième loi dans ce domaine, c'est la loi du 6 mai 1919, loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine. Cette loi accordait une action en justice si une appellation était appliquée à un produit, je cite, contrairement à l'origine de ce produit
ou à des usages locaux, loyaux et constants. L'origine de ce produit, ou à des usages, etc. Ou. Alors la conjonction ici a été un peu gênante pour une application très stricte. Le premier critère peut justifier des délimitations assez précises, mais la deuxième condition apportait une certaine souplesse. Et la Cour de cassation, en 1925, a considéré que si les usages légalement établis assimilaient une origine à une autre, il n'y avait pas d'infraction dans ce domaine. Alors, c'est en 1925 que cette disposition a donc été inscrite dans la jurisprudence de façon très souple. Ça correspondait, il faudrait ajouter sur ce point, que ça correspondait à des préoccupations par rapport au droit international. Depuis plusieurs années, et notamment le traité de Versailles, on avait imposé le respect des appellations à d'autres pays. Mais il y avait un critère de réciprocité à prendre en compte et les autres pays n'avaient que des notions encore assez vagues en matière d'indication de provenance et donc il paraissait un peu périlleux de fixer des critères trop exigeants pour nos propres produits. Mais tout de suite, on a constaté les effets tout à fait regrettables de cette approche un peu souple dans certaines régions comme le Bordelais. On a pu voir qu'il y avait des plantations massives avec des cépages médiocres, des hybrides, dans des zones de très mauvaise qualité, les fameux palus, notamment en bordure de la rivière. Et c'est un sénateur, à l'époque député de la Gironde, Joseph Capu, qui tout de suite alors s'est mis au travail parlementaire pour réformer le système. Et il a donc demandé que l'on exclue les terrains humifères situés dans les basses plaines, etc., etc. Alors, cette proposition a abouti très rapidement à la loi du 22 juillet 1927. Très rapidement pour l'époque, parce que parfois on avait besoin de 15 à 20 ans pour qu'une proposition de loi sorte. Il n'y avait pas de 49.3 donc à disposition. Mais là, c'est allé assez vite et la loi de 1927 précise qu'aucun vin, parce que cette loi concerne alors le vin, la viticulture précisément, aucun vin ne peut avoir droit à une appellation d'origine régionale ou locale s'il ne provenait d'une aire de production et de cépage consacrée par des usages locaux, loyaux et constants. Une aire de production et des cépages. Donc il fallait les définir. Alors, j'ajoute ici un élément important, c'est qu'il y a la délimitation du terroir au sens du sol, mais il y a aussi les cépages qui sont ajoutés ici, car un vignoble, c'est de la terre à vigne et de la vigne dessus. Alors, quelle vigne peut-on mettre dessus ? Et ici, je voudrais ajouter une petite précision à ce que j'ai entendu, ou un petit rectificatif à ce que j'ai entendu ou même lu sur les panneaux dans l'entrée. Il n'y a pas de règle de cépage unique en Bourgogne, contrairement à ce qu'on peut écrire. Il n'y a pas de règle générale sur ce point. Cela dépend des cahiers des charges et c'est très variable selon les cahiers des charges. Il y a les cépages principaux et il y a des cépages accessoires. Seules certaines appellations sont véritablement monocépages réglementairement. Le Montrachet, par exemple, 100% chardonnay. Mais ailleurs, il y a de 5 à 30% de cépages accessoires. Romanée-Conti, 5% de pinot blanc, pinot gris ou pinot beurreau ou chardonnay, d'après le cahier des charges. Voilà. C'est la règle. Après, on en fait ce qu'on veut, mais il n'y a pas de règle du cépage unique. Alors, je sais bien que la mondialisation pousse à des vins de cépage, alors même que quand on indique le chardonnay de Californie, c'est que 80% en général du cépage. Bon. Eh bien, on a la mode des vins de cépage, mais respectons notre patrimoine de diversité de ce point. Bon, alors, je poursuis pour dire qu'à partir de là, il fallait définir les aires, mais la loi avait dit que les aires devaient être des communes ou parties de communes, ce qui laissait encore une certaine marge d'appréciation. Et les usages ont été interprétés de manière très souple, parce que dans les années 30, on a appliqué une politique assez sévère de restriction des vins courants, des vins ordinaires,
Et pour échapper à cette politique de restriction des plantations de vin courant, il fallait se faire reconnaître comme appellation. Donc il y a eu des procès de connivence, des procédures où les viticulteurs s'arrangeaient finalement pour obtenir des délimitations très larges. Alors ceci dit, en Bourgogne, on a quand même procédé à des délimitations un peu plus sérieuses que dans d'autres régions que je ne citerai pas. Mais alors, ces pratiques quand même qui ont été menées ont conduit Joseph Capu à remettre le dossier en chantier législatif et il a donc obtenu le système des appellations d'origine contrôlée du décret-loi du 30 juin 1935, mais cela n'a pas fondamentalement changé les choses. L'Institut national des appellations d'origine, chargé de la procédure, fait intervenir des groupes d'experts, mais ces groupes d'experts se sont quand même, en général, plutôt appuyés sur la réputation, la notoriété, plutôt que sur des critères extrêmement rigoureux. Et d'ailleurs, certains de ces experts, je pense ici au professeur Kuhnholz-Lorda, Georges Kuhnholz-Lorda, avait raisonné là-dessus en disant qu'il y avait un noyau d'élite qui était aisément reconnaissable, et puis ensuite il s'agissait de mettre des zones plus ou moins périphériques autour de ce noyau d'élite. Alors on est un petit peu loin de l'idée d'un référentiel précis dans la délimitation des terroirs. Alors la délimitation cadastrale objective est venue un peu plus tard. Elle est venue un peu plus tard, d'abord sous les exigences de la réglementation européenne et des négociations internationales qui demandaient que l'on précise clairement le lien qualitatif, le lien au terroir. Ensuite, il y a aussi eu beaucoup de révisions des textes internes, surtout pour établir la hiérarchisation, cette fameuse hiérarchisation. La Bourgogne la connaissait déjà, les villages, les premiers crus, les grands crus, mais maintenant tout le monde veut avoir ses grands crus, tout le monde veut avoir ses premiers crus, et il faut donc délimiter plus strictement les terroirs. Donc on reprend ce travail. Et enfin, il y a aussi un petit peu des contentieux qui ont amené cette évolution. Alors, cette affaire des contentieux a commencé dans les années 80-90. Il y a eu beaucoup de discussions et notamment c'est à Margaux, avec l'affaire du château d'Arsac, que l'on a constaté qu'il fallait procéder à des analyses géologiques plus précises plutôt que de se contenter de ces références un peu vagues qui avaient été établies lors des premières délimitations. En fait, dans l'affaire du château d'Arsac, c'était un château qui historiquement était très important à Margaux, mais qui, au moment de la délimitation, n'était plus exploité en vigne. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas parce qu'on est dans une zone de terroir que forcément on reste dans cette exploitation viticole. Et il était pratiquement plus exploité, donc il avait été un peu oublié dans la délimitation. Mais quand 30 ans ou 40 ans plus tard, un négociant avait racheté le château, il a trouvé qu'il n'était pas dans la délimitation Margaux, et il aurait bien aimé retrouver cette délimitation historique. Donc il a fait toute une procédure, 5 arrêts du Conseil d'État quand même sur le même dossier, c'est un véritable record. Alors c'est à cette occasion qu'on a précisé les critères de la délimitation, donc après le principe que j'ai vu dans ce premier point, beaucoup plus long que les autres, je tiens à rassurer les présidentes. Voyons quels sont les critères de la délimitation. Alors la délimitation des vignobles repose sur des enquêtes, des expertises dans le cadre des discussions au sein de l'Institut national de l'origine et de la qualité, l'INAO. Ces travaux doivent prendre en compte tous les facteurs, les paramètres physiques, mais aussi les facteurs humains. Et sur ce point, la jurisprudence est assez abondante. Alors, l'INAO avait toujours revendiqué une certaine souplesse sur ce point, là, considérait que certains vignobles avaient des sols assez homogènes, d'autres étaient très diversifiés et qu'on ne pouvait pas établir un principe général. Néanmoins, à l'occasion de chaque dossier, il y a une discussion préparatoire pour dégager les critères les plus importants. Néanmoins, ces critères doivent être pris globalement, facteurs humains, facteurs naturels. Alors, il y a, je passe à quelques exemples,
plusieurs jurisprudences ces dernières années où le Conseil d'État a rappelé qu'on ne pouvait pas seulement s'appuyer sur des facteurs d'usage du nom. C'est dans l'affaire Puisseguin-Saint-Émilion. Il y a une commune qui revendiquait l'appellation. On lui a dit « vous l'avez jamais utilisé ». Ils ont dit « mais oui, mais il faut regarder nos sols, ils sont pareils ». C'est un peu comme dans l'affaire du château d'Arsac. Et puis, pour Margot, encore d'autres affaires. Mais à l'inverse, il ne faut pas négliger les facteurs humains. Par exemple, il y a 2 ans, à propos de l'appellation Rasteau, un viticulteur s'était plaint qu'on lui avait exclu quelques parcelles parce qu'elles étaient dans des zones assez humides, etc., etc. Il y avait des justifications techniques, mais on a fait remarquer que les experts n'avaient retenu que des critères géologiques et n'avaient pas intégré des facteurs humains. Alors, dans la pratique, c'est vrai que l'INAO s'appuie quand même beaucoup plus sur des facteurs géologiques que sur des facteurs humains qui sont toujours un peu vagues à apprécier, surtout que le Conseil d'État a considéré récemment que l'INAO n'est plus lié par les usages. On n'est pas lié par les usages dans les opérations de délimitation. Les textes sur les AOC ne font pas référence aux usages, c'est les anciens textes sur les appellations d'origine qui faisaient référence aux usages. Alors, ces délimitations doivent être faites, je pense, toujours avec objectivité et transparence, si on veut éviter les contentieux. Car il y a beaucoup de contentieux, et ceci découle du statut des vignobles délimités. Alors, quelques mots pour aborder ce deuxième élément sur le statut des vignobles délimités, qui, en réalité, est beaucoup plus simple à appréhender que la première démarche sur le principe de la délimitation. Car ici, nous allons voir qu'il y a une protection des vignobles, c'est vrai, mais que ce statut est de toute façon un statut précaire et assez limité. Alors, sur la protection des vignobles, nous avons le principe dans le cadre des opérations d'aménagement, des créations de carrières, etc., le principe qu'il faut renforcer les consultations, et encore la dernière loi d'avenir de l'agriculture du 13 octobre dernier a précisé ça, mais ce ne sont que des consultations renforcées, des motivations renforcées, ça n'empêche pas l'évolution économique de se produire. Et quand on pense par exemple aux carrières, moi qui ai vendangé à côté de Comblanchien, je me demande toujours qu'est-ce qui est le plus important, la pierre ou la vigne. Ben, les deux, oui, peut-être, mais enfin, il faut le combiner. Enfin, dernière chose, c'est que le statut des vignobles ainsi délimités est un statut précaire. C'est un statut précaire qui est lié à une reconnaissance dans le cadre d'une appellation d'origine donnée. Alors, il faut bien sûr que le viticulteur respecte les normes de production, les normes de conduite de la vigne, etc. Et tous ces points ont été renforcés ces dernières années. Autrefois, c'était assez souple, mais là, depuis 2006-2007, c'est devenu très sévère. Et puis ensuite, on peut modifier les critères de l'appellation, et donc des vignobles pourraient perdre ainsi leur statut, et ça n'est pas considéré comme étant une atteinte à la propriété, comme étant un droit attaché à la terre définitivement comme un droit de propriété. Les tribunaux considèrent qu'il y a là une appréciation assez large en fonction des critères d'appellation. Et c'est un point donc qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est que la certification d'un vignoble, elle est dans le cadre d'un produit d'appellation, d'un vin donné, et si on change le produit, la certification n'a plus le même sens. Si sur la Romanée Conti, on plante du cassis ou de la moutarde pour prendre des produits sous indication géographique, c'est des produits sous indication géographique, et Vosne Romanée est dans l'ère de ces indications géographiques. Donc on pourrait le faire, mais ce ne serait pas alors de la moutarde Grand Cru, ce ne serait pas de la crème de cassis Grand Cru. Le Grand Cru est réservé au vin. Alors je termine en voulant un peu excuser le juriste. Tout ça peut paraître un peu incertain, un peu indéterminé, un peu flou, parce que finalement, on n'a pas tellement de certitude au cas par cas. Alors il y a des controverses sur tous ces éléments, il y a encore du contentieux sur beaucoup de ces éléments, mais ceci montre qu'avec le terroir,
on n'est pas dans le pur matérialisme de l'industrie, on n'est pas dans la normalisation électrique ou chimique. Il faut en prendre en compte tous les éléments, et notamment les éléments humains et collectifs. Et le droit n'est pas réductible à la réglementation ou à la normalisation. Depuis le grand juriste romain Ulpien, qui a été ensuite consacré par l'empereur Justinien dans le Corpus Juris Civilis, on sait que le droit, c'est l'art du bon et de l'équitable, et que le droit repose sur la connaissance des choses divines et humaines. Jurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia. Alors, choses divines et humaines, eh bien, nous ne sommes pas loin des facteurs naturels et humains qu'il faut combiner et respecter dans la certification d'un terroir. Je vous remercie. Chers collègues, merci et bravo. Je crois que vous rendez très attrayant votre discipline. On a envie de se plonger plus en avant encore pour en savoir plus. Alors, je vais bientôt partir, donc je vous prie de m'excuser, mais il y a un TGV qui va m'attendre. Donc c'est ma collègue qui... Non, il ne va pas m'attendre, justement. Mais je voudrais... Je voudrais vous n'avez pas du tout parlé, et ce n'est pas un reproche, mais c'est une question. Est-ce volontairement que vous n'avez pas parlé du rôle des grands érudits du XIXe siècle? Vous avez un peu mentionné Jules Guyot, mais pour la Bourgogne, par exemple, c'est capital. Hein, je veux dire, c'est capital. Les cartes, enfin, toutes les cartes... Et je pense que ça existe dans les autres pays, dans les autres, vignobles français. Alors, nettement moins dans les autres vignobles, car... La Bourgogne, sur ce point, j'avais souligné que dès 1935, on avait pu tomber à peu près d'accord sur une carte, mais c'est parce qu'il y avait déjà un travail, ça a été montré hier aussi, remontant sous l'Ancien Régime, très précis, et ça a facilité absolument cette entente autour des délimitations. Mais il y a eu d'autres régions où c'était quand même beaucoup plus vague.